J'avais 14 ans quand mon monde s'est effondré. Un dimanche soir, après le poulet rôti et la tarte aux pommes de ma mère, on s'est tous retrouvés dans le salon à Lyon. Télé coupée, lumière trop blanche, silence lourd. Mon père, costard défait, haleine de café froid, nous a balancé ça comme on annonce une amende majorée. J'ai fait une connerie. Une connerie qui avait déjà 1 an, des yeux sombres et un prénom. Il avait eu une fille avec une de ses employées. Je me souviens de l'odeur de cire sur le parquet, du tic-tac de l'horloge, de ma mère qui serre ses mains jusqu'à blanchir les jointures. Mon frère Thomas, 2 ans de plus que moi, a quitté la pièce et n'a plus adressé la parole à mon père pendant 1 an. Moi, j'ai arrêté de le regarder dans les yeux. À 14 ans, je ne savais pas encore nommer la trahison, mais je savais reconnaître le bruit que fait une famille quand elle se fissure. Ensuite, tout s'est enchaîné avec une logique tordue à la française. Médiation familiale à la maison de la justice et du droit, thérapie de couple, avec une psy de la Croix-Rousse, séance de pardon dans une salle au mur beige pâle avec une carafe d'eau tiède au milieu. Ma mère, Nathalie, s'accrochait comme si son mariage était un radeau. Je ne saurais jamais si elle savait depuis le début et fermait les yeux pour ne pas perdre le « soutien du foyer », comme elle disait, ou si elle a tout découvert ce soir-là. L'argent a toujours eu chez nous l'odeur de l'autorité. Mon père, Jean, le pilier, celui qui assume. Sauf qu'il avait assumé plus que son dû. La petite s'appelait Alix. Elle avait été conçue avec Maude, la comptable de la boîte de mon père. C'est fini, on reste amis, avait-il juré. Amis. Ça m'assied. Parce que, voilà, elle, amie, a commencé à apparaître à tous nos moments dits familiaux. Noël avec la bûche congelée de Picard, Pâques et ses cloches, la galette des rois de janvier, ou, ironie totale, c'est mon père qui tirait la fève, la couronne de « roi » sur la tête. Maude était là, posée, polie, un peu trop maquillée, et Alix trottinait avec un bavoir, puis un cartable, puis un sac banane. On attendait de Thomas et moi que nous fassions un effort. Mon frère a décroché. Moi, j'ai rendu l'effort visible, sourire serré, politesse de façade, mais intérieurement, je vomissais. Intellectuellement, je savais que la fautive principale, c'était mon père, le bonhomme qui n'a pas su garder sa braguette fermée. Mais à 15, 16 ans, c'est plus simple de détester la femme qui a dit oui et l'enfant qui incarne le gâchis. Alors je l'ai dit un jour, trop fort, pendant un repas de famille. Alix ne sera jamais ma sœur. Silence de cathédrale. Ma mère a pâli. Mon père m'a fusillé du regard, mais je n'ai pas retiré. Les années ont fait leur tambour, avec cette étrange normalité cassée, Maude invitée, par souci d'apaisement, Alix posée, pour qu'elle ne soit pas exclue. Thomas a fini par la tolérer. Mieux, vers ses 4 ans, il a décidé d'être son grand frère. Il n'a plus adressé la parole à mon père ni à Maude, mais il l'a raccompagnée à l'école, lui montrait comment traverser au feu sans courir, la protégeait quand un cousin faisait une remarque. Moi, j'avais commencé des études d'illustration à Lyon puis je suis montée à Paris, parce que l'air y est plus franc. On vous marche dessus sans s'excuser, au moins on sait où on met les pieds. Je vivais dans un 2 pièces à Belleville, parquet qui grince et vue sur une cour migrafée, avec ma meilleure amie Camille dans la 2e chambre. On partageait le loyer, les pâtes au pesto et les nuits blanches à finir des dossiers. J'étais une illustratrice, donc forcément inutilité artistique, pour mon père, sauf quand ça pouvait l'arranger. Et ça a fini par l'arranger. L'hiver dernier, pendant un de ces dîners de famille à Lyon où on se sert des quenelles et des reproches dans la même assiette, Maude a levé son verre en disant « Alix a été acceptée dans un très bon lycée artistique à Paris. » Tout le monde l'a félicitée. Alix n'est pas un prodige, mais elle dessine correctement. Elle a ce regard qui accroche les ombres. Je peux le reconnaître sans m'étouffer. Le lycée est dans le 19e, à 20 minutes à pied de chez moi. Et là, comme par magie, on a tourné autour du pot. Le transport, c'est compliqué. Les internats sont durs à obtenir. Le foyer de jeunes, ce n'est pas idéal. Vous voyez le genre. J'ai senti le piège venir avec l'odeur de la crème brûlée. Ils se sont regardés comme dans une pièce de boulevard, et mon père a lâché. Tu pourrais l'héberger, non? Juste la semaine. Elle irait chez sa mère le week-end. Et Maude, sourire plaqué. Et puis toi, tu es dans l'art, ce serait un environnement parfait. Mon métier inutile devenait soudain un cocon pédagogique. J'ai posé ma cuillère et j'ai dit non. Pas un non timide. Un non qui claque. D'abord parce qu'il y a un internat correct près du lycée. Pas glamour, mais très bien pour une lycéenne. Ensuite parce que je n'aime pas Alix. Oui, c'est moche à dire.
Oui, elle n'y est pour rien. Mais mon cœur ne lui doit pas ce qu'il ne ressent pas, et mon appartement encore moins. Et puis Thomas habite à Villeurbanne la moitié de l'année pour son boulot, mais il a aussi un pied-à-terre à Ivry. S'il veut jouer au grand frère, let's go. Et surtout, j'ai déjà demandé un service à Maude, il y a quelques années, un truc administratif à la CAF où elle avait des entrées. Elle m'a ri au nez. On n'est pas de la famille. Ah bon? Maintenant, comme par hasard, on l'est. On a enchaîné sur l'attaque à 3 bandes. Alix fait de l'anxiété, un dortoir, ce serait cruel. Tu es sa seule sœur, Dieu veut qu'on se serre les coudes. Là, je me suis étranglée, moi qui suis athée jusqu'à l'os. La copine de Thomas vient d'accoucher, elle ne supporte pas les inconnus à la maison. Et le bouquet final. Tu as bien une deuxième chambre. Oui, que paie Camille. Je ne vais pas mettre ma meilleure amie dehors au nom de la famille en carton-pâte de mon père. Quand j'ai hésité une demi-seconde pour reprendre mon souffle, ils se sont jetés sur moi comme des vautours. Alors j'ai cerné leur manège et j'ai répété « Non. C'est non. » Alix a quitté la table en pleurant, on m'a dit de sortir. Quelqu'un a murmuré que je devrais retourner en maternelle pour apprendre les bases de la vie en société. Très bien, j'ai pris mon manteau. Sauf que rien n'est jamais simple chez nous. Le soir même, en rentrant à Paris, j'ai trouvé Alix assise sur mon canapé, recroquevillée, en larmes. J'ai cru halluciner. Camille m'a attrapé par le bras et m'a expliqué en 2 phrases. Alix était montée à Paris pour la semaine d'essai, persuadée que je l'accueillerais. Elle s'est pointée et, en tombant sur Camille, a demandé « Tu es là pour aider au déménagement ?» Camille a répondu tranquillement « Non, j'habite ici. » La discussion a dérapé, Alix s'est enflammée, puis a paniqué, respiration saccadée, mains tremblantes. Camille a parlé de crise d'angoisse. Quand je suis entrée, Alix m'a hurlé dessus. Sale sœur, menteuse, parasite. Sœur, je comprenais, c'était le point sensible. Menteuse, parasite, non. Je ne lui ai jamais rien pris. J'ai respiré, je me suis assise en face d'elle et j'ai posé une tisane. On a parlé, longtemps, à voix basse, pour ne pas faire profiter la cour intérieure de notre tragédie. Et c'est sorti comme un abcès. Depuis 6 mois, mon père et Maude lui vendaient l'idée de vivre chez moi comme une carotte suspendue au-dessus de sa tête. Tu ranges ta chambre, tu montes tes notes, tu supprimes Insta, tu cesses de voir X et Y, sinon tu n'iras pas chez ta sœur. Il l'avait même convaincu que j'avais accepté une semaine test. Je n'étais au courant de rien. Mais je reconnaissais la méthode de mon père, promettre avec des si et laisser les autres se détruire en attendant. On s'est lâché, elle et moi, 40% pour vomir sur mon père, 40% sur Maude, 20% sur l'art. Alix m'a montré ses croquis, des mains, des escaliers, des immeubles étouffants. Je l'ai trouvée touchante malgré moi. Pas au point de la serrer contre moi, mais assez pour la laisser s'endormir dans mon lit, épuisée, pendant que j'attendais sur une chaise que les parents viennent la récupérer. Mon père a débarqué vers 23 heures, fulminant, et m'a reproché de ne pas l'avoir laissé dormir sur place. J'avais mal à la mâchoire à force de me retenir, alors j'ai parlé 5 minutes d'une traite, si vite que je me suis presque étouffée. Il a fini par dire « On en reparle demain ». Non. Il n'y a rien à reparler. Alix n'habitera pas chez moi. Le lendemain, il m'a appelé. Je me souviens de sa voix qui fait semblant d'être posée. Maude est dans une situation compliquée. Elle a des dettes partout. Le juge a ordonné une saisie sur salaire. Elle vend son appart. Elle va se retrouver dans un studio minuscule. J'ai pensé, commission de surendettement de la Banque de France, plan de redressement, tous ces mots administratifs qui font froid. J'ai aussi pensé, les actes, pas les larmes. Maude voulait s'installer chez mes parents, le temps de se retourner. Ma mère avait mis un stop clair, pas plus d'1 semaine, seulement si l'immeuble de Maude était en travaux. Tu pourrais prendre Alix, ça arrangerait tout le monde, a insisté mon père. Tout le monde, sauf Camille et moi. J'ai proposé une solution réaliste. Qu'Alix reste à Lyon, un autre lycée pro-artistique, il y en a, ou un internat. Ma mère, à bout, a fait une crise d'angoisse, direction les urgences de l'hôpital public. C'est là que j'ai senti la pente. L'argument est devenu « si tu acceptes, ta mère se calmera ». Du chantage émotionnel en bonne et due forme, estampillé Made in France familial. J'ai commencé à couper. Maude m'a bombardé de messages culpabilisants. Comment peux-tu laisser ta sœur dans la galère? Le bon Dieu nous demande d'être une famille. J'ai bloqué.
Mon père a enchaîné les reproches passifs-agressifs. Tu as toujours été dur. Ta vocation, c'est de dessiner, pas de détruire. Thomas a grogné que j'étais égoïste. J'ai regardé mon loyer, mon frigo presque vide, mon carnet de commandes serré comme un jean taille 34, et j'ai pensé très fort, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas mon poids. Sauf que Maude ne s'est pas arrêtée à moi. Elle s'est attaquée à Camille. D'abord des appels anonymes en journée, toujours quand j'étais dehors. Le téléphone sonnait, on décrochait, et ça raccrochait, avec en fond un bruit de télé et des voix d'enfants. Puis elle s'est pointée à la clinique vétérinaire où travaille Camille, en mode « j'ai un message urgent, c'est familial ». Elle l'a coincée pendant sa pause, et lui a proposé « tenez-vous bien 2 mois de loyer pour qu'elle se mette de côté, le temps que on accueille la famille ». Camille a dit non. Alors Maude a explosé. Parasite. Tu profites d'elle. Tu dois coucher ensemble. C'est pas possible. Oui, dans la salle d'attente, devant le patron et 3 clients avec leur carrier de chat. On l'a mise à la porte. Camille est rentrée tremblante, humiliée. J'ai appelé mon père, persuadé qu'il serait scandalisé. Il a soupiré. Elle est désespérée, tu dois comprendre. Si tu avais aidé dès le départ, ça n'en serait pas là. Et le pire, il savait qu'elle comptait aller raisonner directement, Camille. Il l'a admis après un silence trop long. Voilà. On en était là. L'homme qui a mis le feu me reprochait de ne pas apporter l'eau. En prime, ma mère dérapait. Elle ne dormait plus, passait ses nuits à éplucher les sites du lycée d'Alix, a fini par appeler le secrétariat en se faisant passer pour la tutrice légale, pour demander les options de logement. Mon père, au lieu de lui trouver de l'aide, me remettait la patate chaude. Si tu acceptes pour la durée de l'année scolaire, ta mère retrouvera la paix. J'ai répondu net. La santé mentale de maman ne dépend pas de mon canapé, mais de ton pantalon. Il a crié. C'est ta sœur, appelle-la par son nom. Demi-sœur, et pas par choix. Il m'a raccroché au nez. 2 jours plus tard, Thomas s'est pointé à Paris. Il a son look de jeune père épuisé, cerne et t-shirt taché de lait. Sa copine venait d'accoucher. Elle glissait vers une dépression postpartum. Papa propose qu'Alix vienne chez nous, mais Marion n'y arrive pas. Alors tu pourrais prendre le relais, juste le temps que... Non. Il m'a balancé que je mettais tout le monde en difficulté. Sa copine pleure, maman fait des crises, papa s'arrache les cheveux. Tout ça parce que je refuse d'être humaine. J'ai proposé un truc très simple. Tu emménages chez papa et maman avec Marion et le bébé, et tu laisses votre appart à Alix et Maude. La tête qu'il a faite valait de l'or. C'est pas pareil, j'ai une famille à gérer. Moi aussi. Ma famille choisie. Camille, qui paye un loyer et qui m'a ramassé 100 fois la petite cuillère quand les miens me renvoyaient ma froideur à la figure. On a commencé à chercher un autre appartement, dans un coin où ma famille n'avait pas ses habitudes. Un truc où le chat de Camille serait accepté, c'est déjà la quête du Graal. Et puis la vie a rajouté sa couche de perversité. Au Franprix du coin, Camille est tombée sur Marion. Couloir des couches et purée bébé. Marion, les yeux rouges, a craqué. Thomas la pressait tous les jours pour reconsidérer l'accueil d'Alix. Elle déprime, c'est notre chute, le studio de Maude est un placard, ce serait temporaire. Il lui avait dit que j'avais pratiquement accepté, et que je chipotais sur des modalités. Camille a remis les pendules à l'heure, mensonge. Marion est devenue blanche. Et puis elle a parlé. Elle avait surpris Thomas au téléphone, toujours dehors, dans le garage, des bribes. Je peux pas continuer comme ça, elle ne se doute de rien, la culpabilité me bouffe. Thomas a craqué. Il envoyait de l'argent à Maude depuis des années. Au début des petites sommes, puis de plus en plus. Plus de 15 000 € en 3 ans. De l'argent qui aurait dû aller au loyer, à la poussette, à la vie. Maude lui avait dit que papa ne suffisait pas, qu'il fallait garder sa secret. Et là, la cerise. Si Thomas arrêtait de payer et si personne n'acceptait Alix, elle le balancerait à mes parents. Du chantage. Thomas voulait que j'héberge Alix pour faire baisser la pression. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. 2 jours plus tard, mon père s'est amené chez moi. Il faut qu'on parle de ton frère. Il savait pour l'argent. Il l'avait su en recevant par erreur un mail de confirmation de virement. Thomas a le même prénom que lui, la magie de l'autocomplétion. Il avait confronté Maude, qui avait pleuré et admis la manipulation. Et mon père avait laissé filer.
Parce que moins Thomas payait, plus lui devait sortir le portefeuille. Il avait trouvé confortable que son fils finance sa faute. J'ai cru que j'allais hurler. Maude pressait Thomas, Thomas me pressait, mon père pressait tout le monde et se présentait en grand conciliateur. Ma mère, elle, sombrait. Elle a fini par partir s'installer chez sa sœur à Villefranche, sur conseil de sa psy. Mes parents ont parlé divorce. Mon père avait encore l'aplomb de dire « Si tu acceptais Alix, on passerait à autre chose. » Non. Moi, je passe à autre chose maintenant. J'ai bloqué tout le monde. Sauf ma mère. Sauf Marion. Alix, je lui ai écrit un message simple. Je ne peux pas t'héberger. Ce n'est pas contre toi. Je te souhaite de trouver un endroit stable. Le printemps a coulé, gris, pluvieux. Camille et moi n'avons pas trouvé d'appart, les chats, toujours eux. Marion est venue dormir une semaine sur notre canapé quand ça n'allait plus, le bébé contre elle, les yeux fixes. Oui, j'ai accueilli ma belle-sœur, pas ma demi-sœur. Vous pouvez hurler à l'incohérence. Sauf que Marion, c'est ma famille par choix, et c'était temporaire, et je fais ce que je veux chez moi. Thomas m'en a voulu jusqu'à l'insulte. Je lui ai dit que son mépris ne payait pas mon loyer, ni la thérapie de sa compagne, ni sa propreté morale. Le divorce de mes parents a été prononcé en été, tribunal judiciaire, signature moite, regard vide. Mon père a gardé la maison familiale à Lyon, l'ironie absolue, et non, il n'y a pas installé Maude et Alix. Parce que mon père aime bien s'amuser, mais la responsabilité, c'est pour les autres. Ma mère a déménagé chez mes grands-parents, elle a repris un peu de poids. Elle recommence à rire par petites bulles. Thomas a coupé les ponts avec notre père, officiellement cette fois. Marion hésite à rester ou partir. Je ne la presse pas. On parle, on se promène au parc de la Tête d'Or quand elle est à Lyon, à Butte-Chaumont quand elle est à Paris, on boit des chocolats chauds trop épais, on avance. Alix, elle, a demandé un transfert pour un lycée plus proche de chez Maude. Elle a laissé tomber Paris. Quand j'y pense, j'ai cette boule au ventre. Ce n'est pas de sa faute si des adultes restés bloqués dans une adolescence mal digérée ont transformé son avenir en champ de bataille. J'aimerais pouvoir la prendre dans mes bras, et à la fois, je sais que je ne veux pas de sa présence chez moi. Les deux choses peuvent être vraies. Je ne suis pas un monstre pour poser une limite. Je ne suis pas une sainte pour la franchir. Parfois, je repasse mentalement la scène fondatrice. Ma mère qui sert trop de sauce pour s'occuper les mains, mon père qui tire la fève, Maude qui rit trop fort, Alix qui s'étouffe avec la frangipane, Thomas qui regarde par la fenêtre, moi qui avale des tessons. On dit que la famille, c'est sacré. Chez nous, c'est une cathédrale fissurée qu'on maintient avec du scotch. Alors j'ai arrêté d'être la pierre de renfort qu'on exigeait de moi. Je dessine. Je paye mon loyer. Je protège mon espace et la personne qui y vit avec moi. Je réponds aux messages de ma mère et de Marion. Pour le reste, j'ai mis des blocs partout, comme sur les réseaux quand quelqu'un troll. Clic, silence. Ce n'est pas une fin Hollywood. Pas de morale cousu main. Il y a encore des dettes, des mains qui tremblent, des nuits à rallonge, des cafés avalés froids. Mais il y a aussi des lignes droites. Je ne cède plus au chantage parce qu'il porte un prénom de famille. Je ne marche plus dans la culpabilité distribuée à la louche. Je n'ai pas transformé Alix en sœur par décret sentimental. Je n'ai pas jeté Camille pour une cause qui n'est pas la mienne. Et je ne me sens plus obligée de faire tenir debout une maison que d'autres ont incendiée. Un jour, peut-être, Alix et moi pourrons parler sans que le passé nous saute à la gorge. Un jour, peut-être, je lui dirai que j'ai aimé ses escaliers dessinés, ses mains aux phalanges trop longues, sa manière de faire tenir une ombre. Pour l'instant, je la laisse à son chemin. Je garde le mien. Et quand je passe devant le tribunal et que je vois des couples sortir, yeux rougis, enveloppe à la main, je me dis qu'on devrait distribuer avec le jugement un petit kit. Un plan de quartier avec les bancs au soleil, la liste des boulangers qui sourient, la carte des parcs où on peut respirer. Tout ce qui aide à apprendre, doucement, que poser une limite n'est pas un crime. Que dire non, parfois, c'est la seule façon de rester vivante.